l'arc de Wano Kuni prend un tout autre tournant. Après un flashback des plus incroyables, aux révélations des plus émouvantes, nous retournons enfin dans un présent cataclysmique. Oda aura pris son temps pour et fait preuve d'une patience exemplaire. Son plan pour Wano Kuni est tissé depuis des années et ce n'est qu'aujourd'hui qu'il nous dévoile ses plus grands secrets. 2 juillet 2012, chapitre 672. Les 9 fourreaux sont introduits à travers Kinemon, le renard de feu. Secouru par les Mugiwara, ce sont plus de 8 années qui vont finalement s'écouler ensemble et pas moins de 300 chapitres, dans le but de venir à bout du terrible Kaido, l'empereur ayant la main mise sur le beau pays de Wano Kuni. De nombreux rebondissements ont eu lieu durant ce temps. Leur voyage n'aura pas été de tout repos et les ennemis nombreux à troubler leur épopée. Durant leur bref séjour sur l'île fantôme de Zunesha, une obscure interrogation s'ajoute à une liste à n'en plus finir. Les ennemis doivent détenir une vive carte les guidant jusqu'à cette île mouvante. Un premier soupçon de trahison s'installe alors, qui finira par avoir sa révélation aujourd'hui. Kanjuro est le traître. Kanjuro qui a pleuré le sort des Minx aux côtés de Reizo et Kinemon, Kanjuro qui a vécu l'ascension d'Oden Kozoki et la création des samouraïs censés protéger leur seigneur ainsi que Wano Kuni. Il a vécu la mort de leur maître dans une souffrance atroce, se sacrifiant pour ses vassaux, et pourtant à aucun moment Kanjuro n'éprouve de remords à avoir trahi ses alliés, en les menant à une mort certaine. C'était donc lui le traître depuis le début. Né dans le domaine du théâtre, il n'aurait eu aucun mal à jouer un rôle, le plus grand rôle de toute sa vie. Kanjuro Kurozumi, descendant de la tristement célèbre famille reniée par le reste des citoyens de Wano Kuni pour avoir, à l'époque, empoisonné les principaux daimyo des Kozoki. Malheureusement, tout comme Orochi, il n'a subi que les dégâts collatéraux de son clan. Que ce soit lui ou Orochi, aucun de ses 2 enfants n'avait voulu d'une vie de haine, isolé et rejeté par les autres. Leur ancêtre, le grand-père des Kurozomi, n'avait comme seul et unique but de prendre le pouvoir du pays en renversant son gouvernement. Mais qu'en est-il de ses descendants? Orochi avait une vie misérable sans aspirer au titre de shogun pour autant. Ce n'est que quand la vieille Higurashi dévoile l'histoire de son clan qu'il s'est mis en tête de se venger. Kanjuro, lui, n'avait que le théâtre comme passion, naissant dans le monde innocent de la comédie. Pourtant, ses parents se sont fait décimer, sous ses yeux, sur scène, simplement à cause de son nom de famille. C'est à ce moment précis qu'il perdit toutes ses émotions. Comment ces 2 enfants qu'étaient Orochi et Kanjuro, tout en étant contrôlés par une personne animée d'un seul esprit de vengeance, auraient pu continuer à vivre librement? C'est une véritable leçon d'humanité que nous fait Oda à travers la famille Kurozomi. Non, ils ne doivent être pardonnés car leurs actes sont horribles et ça ne fait pas d'eux des bons personnages de l'univers de One Piece, mais ils n'ont jamais demandé que leur vie prenne un tel tournant. Dans un moment de faiblesse, ils ont été utilisés. Ils ont tout perdu, ils ont été rejetés. Pouvez-vous être sûr de mieux réagir qu'eux en étant à leur place? Pouvez-vous certifier du plus profond de votre cœur que celui-ci n'aurait pas été touché par la haine et le rejet des autres? Les enfants ne sont pas responsables des actes des parents et pourtant ils devront vivre avec ce fardeau toute leur vie. N'est-ce pas pourquoi s'est battu Ace, lui-même qui a vécu le fardeau d'avoir le grand Goldie Roger comme père? À la différence des Kurozomi, il a eu Garp, Dadan, Luffy, Sabo, Barbe Blanche, qui l'ont accepté comme il était et qui l'ont aimé de sa personne. Tandis que les descendants Kurozomi erraient dans les ténèbres. La solitude. Un nom est un poids bien lourd à porter. Aujourd'hui, nous sommes aux portes d'une guerre qui va éclater, une guerre qui aura pris un tout autre tournant à cause des événements que je viens de citer plus tôt. Kinemon, Raizo, Kiku, Kawamatsu, Inuarashi, Ashura ainsi que Kanjuro, les 7 samouraïs ont pris la mer agitée en direction d'Onigashima. Un véritable suicide collectif. 2 empereurs et des milliers de soldats ne pourront être défaits par 7 de ces 9 fourreaux qui faisaient à l'époque la fierté du grand Oden. C'est sous le regard désespéré de leur jeune maître, qui ne s'est toujours pas remis de la perte de son père et de sa mère, que la seule famille qui lui reste s'éloigne dans les eaux tumultueuses de Wano Kuni vers une mort certaine. Cette petite embarcation, abîmée par le temps, secouée et malmenée par les vagues, sera la scène finale de Kanjuro. La révélation de sa trahison à ceux qui le considéraient comme un frère. Il se dévoile juste après la prise de conscience de Kinemon qui se rend à l'évidence. Le traître est parmi nous. Comme il le dit à son ami, il était prêt à mourir pour remplir son rôle sans éveiller les soupçons. Et pourtant, le pire dans tout ça, c'est qu'il n'avait pas de désir de nuire aux autres fourreaux en particulier. Tout ce qu'il voulait, c'était servir à la cause des Kurozomi. Bien évidemment, une certaine contradiction s'installe alors. À cause de lui, le bon et dévoué Yasui, le daimyo le plus fidèle au Kozoki et à Wano Kuni, s'est sacrifié en vain, dans l'espoir de permettre aux fourreaux d'accomplir la prophétie pour laquelle ils étaient destinés, et s'était vendu de son propre chef à Orochi. Il voulait le dissuader du retour des fourreaux et du saut dans le temps en se faisant passer pour celui à l'origine des tracts de la rébellion. Malheureusement, sa mort aurait été vaine, puisqu'Orochi avait toutes les informations par l'infiltré lui-même.
Kanjuro, dans l'ombre, a vu la mort de Yasui. Il a vu se faire exécuter en sachant éperdument que sa disparition sera inutile car Orochi finirait par avoir la vérité. Cet homme qui a perdu la vie devant sa fille a œuvré pour le bien d'une prophétie corrompue par l'un de ses principaux acteurs. Alors que Kinemon laissait exprimer sa colère, sa rage d'avoir été trompé par celui qu'il considérait comme frère, Kanjuro dévoile une autre facette de lui inconnue, son talent artistique. Non, ce n'était pas lui sur la barque, mais un clone parfaitement dessiné, reproduit à l'identique par ses talents de peintre qui étaient jusqu'alors médiocres. Le véritable Kanjuro se trouve sur le quai, bien loin des flots marins, tenant Momonosuke dans ses bras. Orochi a été clair, son objectif est de l'emmener sur Onigashima. Shinobu, elle, aurait disparu. Serait-ce également un clone, un dessin de Kanjuro, ou a-t-elle été victime d'un autre mal? Elle se tenait pourtant près de Momonosuke quelques cases avant. Devrait-elle elle aussi être soupçonnée de trahison? Pourtant sa présence est importante pour la prophétie de Toki. Les 9 ombres dans notre imaginaire étaient logiquement celles des 9 fourreaux rouges qui auraient libéré Wano du mal. Mais maintenant que Kanjuro n'en fait plus partie, il reste une place vacante. Après tout, pourquoi Oda aurait insisté depuis le début de cet arc avec la prophétie des 20 ans si finalement les 9 ombres projetées ne soient que 8? Oui, il peut s'agir des Mugiwara, mais si Jinbei les rejoint sur Wano, ils seront désormais 10. Seuls les fourreaux pourraient incarner ces 9 ombres, ces 9 entités portant le poids du destin de Wano sur leurs épaules. La seule pouvant remplacer Kanjuro était celle qui a toujours soutenu le clan Kozuki et qui était reconnue par Oden lui-même, Shinobu. Elle-même se considérait comme une vassale des Kozuki et a prouvé à maintes reprises que son soutien avait été d'une importance primordiale. Il est donc difficile et douloureux de lui coller l'étiquette d'une traître également. Cependant, sa disparition subite dans ce chapitre me fait prendre un certain recul sur comment réellement appréhender ce personnage. Mais dans ces ténèbres, dans cette nuit sans lumière, face à 3 navires de guerre de Kaido, apparaît une lueur d'espoir. Non. 3 lueurs d'espoir, même si l'une d'entre elles brille un peu plus que les autres. Ils sont là, le trio infernal de la pire génération. Eustace Kid, Monkey D. Luffy, Trafalgar D. Law. La dernière fois qu'ils étaient réunis de cette manière fut au chapitre 504, le 23 juin 2008. Presque 12 ans séparent ces deux moments, et pourtant chacun se dresse contre l'adversité avec la même fougue et dans le même but. Le coup du destin? Peut-être. Ces 3 capitaines pirates, venant en aide aux samouraïs livrés à eux-mêmes, seront les figures principales de la guerre d'Onigashima. Chacun de ces pirates incarnant la pire génération a un contentieux avec l'empereur Kaido, et a sa propre raison de vouloir le faire chuter. Stopper un commerce frauduleux, tenir une promesse, ou encore récupérer sa dignité et celle de son Nakama. Kid et Killer auront tenu tête à Kaido lors de leur première rencontre. Parmi ce trio, ce sont ceux qui auront déclenché les hostilités dans un souci de liberté. Plutôt mourir que d'être soumis à une créature comme un empereur. Luffy, lui, dans un élan de rage, attaquera Kaido au-dessus de la capitale des fleurs dans l'espoir de mettre un terme à la souffrance d'un peuple victime d'une tyrannie sanguinaire. Le point commun entre Kid et Luffy, outre cette volonté inébranlable de vivre sans autorité supérieure, est de justement être cette autorité supérieure. Ces deux personnages possèdent le Haki des rois, des conquérants, ceux destinés à se dresser au-dessus des autres. Le Haki des élus. Cette bataille qui se prépare met doucement en place des personnages aux atouts royaux. Un minimum assuré de 4 personnages possède ce fameux Haki des rois. Ce chiffre peut encore grimper et faire en sorte que la bataille d'Onigashima soit le plus grand rassemblement de conquérants de toutes les mers. Alors que l'on pourrait se contenter de ce retour triomphant, sans se poser 1001 questions, un problème subsiste. Peut-être que l'incroyable frisson parcourant le long de notre échine nous aurait fait passer à côté de ça, mais il semble qu'un deuxième traître existe. Oui, quelqu'un semblait au courant des agissements de Kanjuro, car ce dernier et l'équipage de Kaido qui l'accompagne ne comprennent pas la présence inattendue des pirates. D'après les dires de Kid, tous les samouraïs sont de surcroît bel et bien sains et saufs. Il semblerait donc qu'une personne soit au courant du double jeu d'un des leurs et aurait tenté de déceler le véritable traître. Denjiro, renommé récemment en Kyoichiro, aurait la place parfaite. Il est également un traître au sein de l'entourage d'Orochi et c'est celui qui semble avoir le plus mal vécu la chute du grand Oden. C'était dans l'avant-dernier chapitre, après s'être isolé du reste du monde, sa rage était si intense qu'elle a modifié la structure de son visage. Pourquoi cette rage n'animait pas les autres fourreaux rouges? Peut-être car Denjiro avait compris que la trahison qu'avait subie son seigneur venait de son propre entourage. Il était le plus intelligent des fourreaux, c'est celui qui se méfiait déjà d'Orochi à l'époque où Oden lui donnait de l'argent sans se soucier de qui il était vraiment. Il était aussi celui enseignant l'histoire, l'économie, la religion aux autres samouraïs. Qui nous dit qu'il n'était pas au courant des descendants des Kurozomi, eux qui ont tant marqué l'histoire de leur pays? Malheureusement, avant d'avoir pu mettre la main sur Kanjuro et éventuellement stopper ses agissements après l'exécution de leur seigneur, il avait été envoyé 20 ans dans le futur par Toki. Cette haine, il aura donc cultivé pendant 20 ans avant de voir réapparaître Kanjuro aux côtés des autres fourreaux. Cependant, rien n'indique comment Denjiro aurait contacté l'alliance des pirates pour leur annoncer une telle chose. Cela serait simplement une belle vengeance pour quelqu'un qui a tant souffert de la mort de son seigneur. Le deuxième personnage serait
Trafalgar Law. Il agissait de façon étrange, discrète et solitaire récemment, au point de cacher certaines choses à ses propres alliés. Aurait-il ainsi deviné la présence d'un infiltré au sein des fourreaux? Vu l'intelligence du pirate, il ne serait pas étonnant qu'il ait anticipé les actions d'Orochi. Un traître ayant été trahi par un autre traître, la guerre finale de Wano Kuni n'a même pas encore commencé que le déroulement prend déjà une allure de jeu de plateau. Des milliers d'hommes attendent les ordres pour débuter cette bataille qui va chambouler le monde de One Piece. Si Marineford a marqué les esprits il y a plus de 10 ans, alors ce qu'on apprête à vivre signera l'un des derniers événements majeurs de l'histoire. 2 empereurs, 3 pirates, des milliers d'hommes, Wano Kuni va vivre un nouveau bouleversement qui changera le destin du pays, de ses habitants et peut-être même du monde entier. Préparez-vous, invitez vos amis à prendre part à cette aventure incroyable, car l'aura de One Piece n'a pas fini de nous faire trembler. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo ainsi que d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Depuis quelques temps on explose tous les records depuis sa création et vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça me fait plaisir de lire vos retours et ce de façon quotidienne. J'espère continuer ainsi, de ne pas vous décevoir et surtout de continuer à vivre cette magnifique œuvre avec vous tous. Je vous souhaite une bonne journée, soirée et je vous dis à très bientôt. Peace les bros.